La vérité, c'est que je suis IRONMAN. Merci de m'avoir sauvé, Tu n'as pas marqué ta vie en quelques minutes. Un génie inventeur, entrepreneur en armement et président-directeur général milliardaire. Stark, lors d'une démonstration d'armes, est enlevé par un groupe terroriste qui exige qu'il leur construise un missile dévastateur. Blessé près du cœur par un éclat d'obus et retenu dans une grotte, Stark s'allie secrètement à un autre prisonnier pour fabriquer une armure rudimentaire. Il ne veut pas créer l'arme pour les terroristes, mais utiliser l'armure blindée pour s'évader. Après avoir réussi à s'échapper, Stark rentre chez lui en homme changé. Il a désormais une nouvelle perspective sur l'impact destructeur de ses armes dans le monde. Il améliore secrètement son armure et devient justicier, utilisant sa technologie contre le mal. Nous parlons du film Iron Man. Dans le désert de Kunar, en Afghanistan. Tony Stark voyage détendu dans un convoi militaire, tout en plaisantant avec les soldats qui l'accompagnent. Il dit avoir l'impression d'aller en cour martiale et demande pourquoi il ne l'aime pas. La conductrice explique que ce n'est pas du rejet, mais que sa personnalité est un peu intimidante, même s'il insiste pour les détendre. Un soldat demande s'il a vraiment fréquenté 12 mannequins l'an passé. Tony, amusé, dit que son emploi du temps ne correspondait pas à celui du mannequin de Mars, mais qu'en décembre il avait des jumelles. Un soldat demande une photo, Tony accepte. Le garçon fait le signe de paix et plaisante qu'avec la paix, il serait déjà à la retraite. Soudain, une explosion brise le calme, les soldats tombent, Tony court sans comprendre. Que se passe-t-il ? Blessé par une bombe de son entreprise, il se réveille prisonnier dans une grotte, entouré d'hommes armés enregistrant un message. Dans cet environnement hostile, Tony perçoit l'écho métallique de machines improvisées et comprend que sa situation a radicalement changé, piégé sans aucun contrôle sur son destin immédiat. À Las Vegas, 36 heures plus tôt, une autre image publique de Tony Stark était montrée. Inventeur brillant, génie audacieux et patriote. Connu depuis l'enfance, le fils du célèbre Howard Stark se distingue par son esprit unique. À 4 ans, il assemble son premier circuit. À 10 ans, construit un moteur. Puis à 17 ans, décroche un diplôme avec mention d'une université prestigieuse. La mort de son père bouleverse son ascension, mais son associé Obadiah Stane comble le vide laissé. À 21 ans, le fils prodigue revient et devient directeur général de Stark Industries, recevant les clés du royaume. Tony annonce une nouvelle ère pour l'héritage familial, promettant de développer des armes intelligentes et d'améliorer la robotique. Il lance également des systèmes de visée satellitaires qui redéfinissent à la précision militaire, consolidant ainsi sa position de leader incontesté au sein de l'entreprise. Alors que les médias saluent son charisme et son audace technologique, le monde des affaires scrute ses moindres gestes, conscient que sa vision guidera l'entreprise dans les années décisives à venir. Aujourd'hui, Tony Stark a changé le visage de l'industrie de l'armement, assurant la liberté et protégeant le pays ainsi que ses intérêts à travers le monde. Pour cette raison, Stark Industries vient de recevoir le prestigieux prix Apogée, même si Tony ne prend même pas la peine d'assister à la cérémonie. Quand James Rhodes remet la récompense, Obadiah Stane la reçoit à sa place, remercie Rhodes et dit que c'est merveilleux. Il précise qu'il n'est pas Tony Stark, mais affirme que s'il l'était, il exprimerait son honneur et sa joie d'accepter ce prix. Obadiah remarque alors que le meilleur de la vie de Tony peut aussi en être le pire, parce qu'il travaille tout le temps, plongé dans des projets qui lui prennent chaque minute. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Tony profite du casino, des paris et de la compagnie féminine, montrant qu'il préfère les excès au gala. Rhodes surgit soudain, surprend Tony entre les tables et lui remet le prix sans qu'il le regarde, avant de lancer les dés et de perdre son pari. Après avoir quitté le jeu, Rhodes demande à Tony d'être ponctuel le jour J. Tony promet d'être présent, bien que distrait. Il remet alors son prix à un homme déguisé qui l'ignore en passant. Alors qu'il va monter dans sa voiture, il croise la journaliste Christine, venue chercher des réponses gênantes. Elle le confronte et l'appelle le Da Vinci moderne, mais elle l'accuse aussi d'être un fabricant de destruction, dont l'entreprise intervient dans de nombreux conflits. Tony, sans perdre son sourire, lui répond que le monde est loin d'être parfait, et que tant qu'il faudra des armes pour maintenir la paix, il sera prêt à en vendre. Christine remarque qu'il a répété ce discours, et il avoue s'entraîner chaque soir devant le miroir en plaisantant et en flirtant, lorsqu'il lui demande si elle aimerait le voir en personne. Elle insiste cependant pour obtenir des réponses sérieuses. Alors, Tony explique que son père avait une philosophie claire. La paix signifie posséder une massue plus grosse. Christine répond que c'est ironique, car son père vendait ses massues. Tony précise que son père a combattu les nazis et participé à des projets pour sauver des vies, ce qui en fait un héros. Christine conclut en notant que pour d'autres,
Il paraissait aussi mercenaire. Tony, quelque peu indigné, répond à la journaliste en lui demandant si elle va faire un reportage sur les millions de personnes qui ont été sauvées grâce au soutien à la technologie médicale, ou sur ceux qui ont évité de mourir de faim, en rappelant que beaucoup de ces avancées existent parce que l'armée les finance. Tony recommence à flirter avec Christine et ils finissent ensemble cette nuit-là, parce qu'il obtient toujours ce qu'il veut, ou du moins c'est ce qu'il croit. Le lendemain matin, la journaliste se réveille au manoir Stark à Malibu, accueillie non par Tony mais par Pepper Potts, son assistante polie, habituée à ce genre de situation. Elle l'invite à partir, expliquant qu'elle doit s'occuper de sortir les ordures. Pendant ce temps, Tony poursuit sa routine. Il travaille, construit et vérifie des projets. Ensuite, il plaisante avec Pepper pendant qu'il planifie son prochain voyage, pour lequel il aurait déjà dû partir depuis plus d'1h30. Tony dit que, puisque c'est son avion, il pensait qu'il l'attendrait. Bien que Pepper l'ignore familièrement, sachant qu'il plaisante, elle souhaite lui parler avant son départ. Après que Larry est appelé pour dire qu'il a une autre offre pour la voiture que voulait Tony, ce dernier demande à Pepper son avis. Quand elle dit que la pièce est belle mais chère, il lui conseille aussitôt de l'acheter et de la garder. À ce moment-là, on perçoit la complicité qu'ils partagent, ce qui devient encore plus évident lorsqu'elle lui rappelle que c'est son anniversaire. Tony lui propose d'acheter quelque chose de joli avec son argent. Pepper répond qu'elle l'a déjà fait et le remercie. Après cette brève discussion, Tony fonce à l'aéroport avec son ami et garde du corps. Happy, déjà dans l'avion à destination de l'Afghanistan, retrouve son ami Rhodes. Pendant le vol, Rhodes est agacé car Tony l'a fait attendre 3 heures. Rhodes rappelle qu'il voyage pour le travail et non pour faire la fête, malgré la tentative de l'autre de détendre l'ambiance. Mais ils finissent par s'amuser avec les hôtesses. Jusqu'à l'atterrissage, Tony présente sa nouvelle merveille technologique, le missile Jericho, à un groupe de militaires. Face au désert, il demande lors de la démonstration s'il vaut mieux être craint ou respecté, affirmant que ce n'est pas excessif. Tous deux avec une attitude assurée, Tony leur présente avec une humilité apparente la nouveauté de Stark Industries dans la gamme Liberté, le premier missile doté de sa technologie répulseur brevetée. Il commente que certains disent que la meilleure arme est celle qui ne tire jamais, mais que, avec tout le respect qu'il leur doit, il n'est pas d'accord, il préfère une arme à usage unique. Il ajoute que si tu fais bien ton travail, les ennemis ne sortiront jamais de leur cachette. La démonstration est impressionnante et Tony se sent invincible. Il boit quelques verres pour célébrer et reçoit un appel vidéo d'Obadia, qui veut savoir comment ça s'est passé. Tony affirme fièrement que tout s'est parfaitement déroulé et que le succès a dépassé les attentes. Mais en rentrant à la base, la situation bascule soudainement. Le convoi dans lequel il voyage est pris en embuscade sans avertissement et le chaos éclate autour de lui. Des explosions secouent le sol et des coups de feu retentissent de partout, nous montrant la scène que nous avions déjà vue au début du film. Au milieu de la fumée et de la confusion, Tony essaie de comprendre ce qui se passe, pendant que le vacarme métallique de l'attaque enveloppe chaque mouvement du convoi. Tony se réveille désorienté, le corps douloureux et le visage marqué par la confusion. Il retire d'abord un tube de son nez, puis remarque un homme qui se rase calmement à côté de lui. Alors qu'il l'observe attentivement, Stark remarque quelque chose d'étrange dépassant de sa poitrine. Un dispositif métallique incrusté et relié à une batterie de voiture. Il demande « Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» L'homme répond qu'il lui a sauvé la vie en retirant la plupart de la mitraille, bien que des fragments avancent encore vers son cœur. Il explique qu'il a fabriqué un électroaimant improvisé qui maintient les débris à distance, du moins pour l'instant. Puis il lui présente un plateau de fragments métalliques. Il évoque des blessures atroces appelées morts ambulantes, car elles mettent des jours à atteindre les organes vitaux. Stark remarque aussi des caméras. L'homme rappelle qu'ils se sont vus à une conférence technique, mais Tony ne s'en souvient pas car il était ivre. Tony demande où ils sont, puis quelqu'un frappe à la porte et son compagnon lui dit de se lever et de l'imiter. Plusieurs hommes armés entrent, et le chef autoritaire apparaît, fier d'avoir Tony Stark, considéré par eux comme le tueur de masse le plus célèbre d'Amérique. L'homme parle dans une langue que Tony ne comprend pas. Alors Jensen lui traduit calmement. Il lui dit qu'ils sont honorés de sa présence, et souhaitent qu'ils construisent le missile Jericho, le plus avancé de leur arsenal. Stark refuse, alors il l'immerge dans de l'eau glacée pour le briser. À bout de souffle, il le traîne et il assiste à la véritable horreur. L'endroit est rempli d'armes fabriquées par sa propre entreprise, Stark Industries. Il a approvisionné sans le savoir un groupe capable de détruire une ville entière. Jensen traduit de nouveau, disant qu'ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils construisent le missile. Il doit fournir une liste de matériaux, commencer tout de suite et sera libéré à la fin du travail. Tony serre la main du chef, mais confie à Jensen qu'il refusera. Plus tard, en cellule,
Jensen l'affronte avec une vérité incontournable. Il se peut qu'il le cherche, mais personne ne le trouvera dans ces montagnes, et son héritage est tombé entre de mauvaises mains. Si elle n'a plus qu'une semaine à vivre, il faut que celle-ci compte. Stark débute en réclamant lumière, outils et accès à une fonderie improvisée pour lancer un plan différent. Jensen comprend vite que Tony ne fabriquera pas le missile demandé, mais un projet bien plus audacieux. Stark manque de palladium et de composants. Alors il démonte tous les appareils disponibles pour récupérer chaque pièce utile. Le projet prend forme au fil de son avancement. Il fabrique un mini-réacteur, source d'énergie pouvant alimenter un objet plus grand, même brièvement. Ce temps suffirait, car il fabrique en réalité une armure, une machine pensée comme échappatoire sous stress. En travaillant ensemble, Jensen lui parle de son village natal, Gulmira, marqué par la souffrance mais encore beau. Il dit qu'il a une famille, quelqu'un auprès de qui revenir s'il parvient à sortir d'ici. Tony, en revanche, révèle le vide qui l'accompagne, car il a tout et en même temps il n'a rien. Les terroristes, soupçonnant un problème, décident de surveiller les progrès. En examinant les plans, ils découvrent le mensonge et menacent, furieux, de tuer le médecin. Tony agit vite et les persuade que Jensen est essentiel pour continuer. Grâce à cette explication, il lui pardonne temporairement, avertissant qu'une erreur serait fatale. Avant de partir, ils lui donnent un ultimatum, assembler le missile pour le lendemain. Pressé par le temps, Tony s'active à finir l'armure, vérifiant chaque jointure, aidé silencieusement par Jensen. Alors qu'ils sont sur le point d'y arriver, les terroristes regardent les caméras sans trouver Tony, se méfiant de nouveau, et envoient des soldats inspecter l'atelier. À mesure que les pas s'approchent hors de la porte, ils commencent à parler dans une langue inconnue, et Tony demande à Jensen de leur dire quelque chose, car il a placé une bombe juste à l'entrée. Jensen reste silencieux. Les terroristes, déconcertés, ouvrent la porte, déclenchant une explosion qui secoue le bâtiment et alerte les autres. Jensen lance la séquence de démarrage de l'armure et, dans un acte de bravoure, se sacrifie pour gagner du temps. Il tire sur les soldats arrivants, tentant de les arrêter malgré son désavantage. Tony, désespéré, voit le système de chargement finir alors que la tension monte et que les ennemis se préparent à entrer dans l'atelier. Une fois le chargement fini, Tony active l'armure, encore incomplète, et se redresse. Il progresse dans les couloirs, neutralisant les terroristes malgré la fumée et les tirs. Il trouve Yinsen mourant. Tony le supplie de ne pas abandonner, qu'ils pourront sortir vivants pour qu'il voie sa famille. Mais Yinsen répond que c'est maintenant qu'il va les retrouver. Il précise qu'ils étaient toujours morts, qu'il est en paix, et que son sacrifice était prévu. Tony le remercie de lui avoir sauvé la vie, et écoute sa dernière demande, qu'il ne gaspille pas cette seconde chance. Lorsque Jensen meurt, Tony continue jusqu'à la surface. Il utilise les lance-flammes pour repousser les ennemis, mais subit vite des tirs. Contraint, il active les propulseurs et s'enfuit en volant, mais finit par s'écraser dans le désert. Sans armure, sous le soleil, il erre sans but. Jusqu'à ce que l'armée américaine, accompagnée de Rhodes, le retrouve à son retour aux États-Unis. Il retrouve Pepper, note ses yeux rougis par les pleurs et l'entend vouloir l'emmener à l'hôpital, mais Tony refuse. Après 3 mois d'absence, Tony veut seulement manger un hamburger et tenir une conférence de presse. Sur place, Pepper rencontre un agent d'une division spéciale du gouvernement. Il se présente comme Coulson et demande à parler à Tony de son évasion. Mais Pepper répond qu'elle s'en chargera plus tard. Au début de la conférence, Tony explique qu'il n'a jamais pu dire au revoir à son père et qu'il a toujours eu des questions à lui poser. Il voudrait savoir si son père avait des doutes ou des conflits sur l'entreprise. Ou s'il était juste l'homme dont tout le monde se souvient. Dans les journaux télévisés, il explique avoir vu mourir de jeunes soldats à cause des armes qu'il avait conçues pour les protéger. Il a alors compris qu'il était devenu une partie d'un système confortable, un système qui fonctionne sans assumer de responsabilité. Un journaliste lui demande ce qui s'est passé pendant sa captivité, et Tony répond qu'on lui a ouvert les yeux. Il comprend maintenant qu'il a plus à offrir au monde que des choses qui explosent. Et c'est pourquoi il annonce qu'il va fermer la division d'armement de son entreprise. Cette décision suscite aussitôt un tollé et un malaise parmi l'assistance. Obadiah Stane essaie de le convaincre, inquiet des grandes pertes économiques. Tony reste ferme et lui montre le mini-réacteur construit en captivité, expliquant qu'il le porte désormais sur sa poitrine. Obadiah affirme qu'ils peuvent tout accomplir ensemble s'ils restent unis, comme lorsqu'il travaillait avec son père. Tony s'excuse du manque de préavis. Mais Obadiah répond par une métaphore. Il faut viser avant de tirer. Tony fait remarquer que c'était une phrase habituelle de son père, et Obadiah lui demande de laisser tomber, s'occuper de la situation, car il y aura beaucoup de pression et ils doivent changer leur façon d'agir, mais sans faire de bruit. Plus tard,
À la maison, Tony demande à Pepper une faveur beaucoup plus personnelle. Il veut qu'elle remplace son vieux réacteur par un nouveau, plus sophistiqué. Elle hésite, craignant une erreur, mais il insiste et lui dit qu'il a confiance en elle. Avec effort et précision, Pepper retire l'ancien appareil et installe le nouveau. Finalement, Tony soupire de soulagement, son nouveau réacteur brillant sur sa poitrine, persuadé que ce changement marque un nouveau départ. Plus tard, il va dans une base militaire pour discuter de ses nouveaux projets avec son ami. Rhodes, ému d'apprendre que Tony apporte l'inattendu, se souvient de la folie des propos tenus lors de la conférence de presse. Malgré tout, Tony lui précise que cela n'a rien à voir avec une opération militaire, que cette fois il s'agit de quelque chose de différent. Rhodes, confus, demande s'il compte maintenant devenir humanitaire ou se consacrer à une cause similaire. Tony lui demande juste de l'écouter un moment et de comprendre sa direction. Rhodes l'interrompt, expliquant qu'il lui faut du temps pour clarifier ses idées, car le départ de Tony de l'armée le dérange. Sans explication claire, de retour dans son atelier, Tony se concentre entièrement et travaille sans relâche sur la Mark II, la deuxième version de son armure, tout en vérifiant les pièces et en ajustant la structure. Il demande à son intelligence artificielle, Jarvis, de tout sauvegarder sur un serveur privé, car il se méfie de son propre personnel et préfère garder les informations sous contrôle. Pendant ce temps, dans le désert, les terroristes découvrent la Mark I et étudient sa technologie. Après cela, nous voyons que Tony recommence à faire des essais de vol et décide de commencer avec seulement 1 de puissance, pour s'assurer que la stabilité réponde mieux. Il demande ensuite à un robot de ne pas le suivre sans cesse avec l'extincteur, car cela le rend nerveux et il craint de prendre feu pendant les manœuvres. Comme le premier essai est un succès, il décide de le répéter, mais cette fois avec une puissance de 2,5, en espérant une ascension un peu plus stable qui lui permette d'évaluer la réponse du système. Le vol, devenu incontrôlable, manque de peu de projeter Tony contre ses voitures de collection. Il corrige donc rapidement sa trajectoire jusqu'à retrouver l'équilibre et finit par atterrir sans dommage. Quelques jours plus tard, malgré les premiers accidents, Tony réussit à faire voler l'armure régulièrement et demande à Jarvis d'assembler chaque pièce comme prévu. À ce moment-là, on aperçoit pour la première fois l'armure Mark II presque terminée, avec sa structure métallique ajustée et ses systèmes principaux intégrés, marquant la fin précise de cette étape. Une fois que Jarvis termine les tests du Mark II, il propose à Tony de s'éteindre pour effectuer un diagnostic complet du système, mais Tony ne répond que brièvement, qu'il vérifie météo et trafic aérien pour commencer rapidement. Jarvis souligne qu'il faut encore effectuer beaucoup de calculs avant de tester le vol. Bien que Tony réponde que parfois il faut courir avant de marcher, marquant ainsi sa décision impulsive lorsqu'il part voler. Tout commence bien, et la stabilité tient, mais lors du test, il monte trop haut, et l'armure gèle. Il réussit néanmoins à la stabiliser, reprendre le contrôle et continuer à voler en ville. Il parcourt les rues, évite les immeubles et rentre finalement chez lui sain et sauf. Mais au moment d'atterrir, il casse tout le toit à cause du poids et de la résistance de l'armure, ce qui laisse un énorme trou dans son atelier. Après cela, il trouve un cadeau de Pepper sur son bureau. En l'ouvrant, il découvre son ancien réacteur dans une boîte en verre, accompagné d'une note qui dit « Preuve que Tony Stark a un cœur ». Pendant ce temps, les terroristes continuent d'avancer dans la reconstruction du premier prototype, en utilisant ce qu'ils ont récupéré dans le désert à Malibu. Tony peaufine son costume et vérifie chaque changement. Jarvis lui demande s'il prévoit de visiter d'autres planètes. Il faudra améliorer le système extérieur en identifiant les zones à renforcer, après avoir précisé les ajustements nécessaires. Tony observe la couleur de l'un de ses véhicules, et ordonne d'ajouter une teinte rouge métallique à l'armure pour lui donner un style plus distinctif. Peu de temps après, il apprend qu'une fête est organisée en son honneur, à laquelle il n'a pas été invité. Alors il décide de se présenter sans prévenir. Lors de l'événement, il rencontre l'agent Coulson, déjà vu à la précédente conférence de presse, qui veut organiser une réunion. Mais Tony l'ignore pratiquement, étant hypnotisé par la beauté de Pepper. Quand Tony lui parle, il lui demande où elle a trouvé sa robe. Pepper répond que c'était un cadeau qu'elle s'est offert avec son argent, pour son anniversaire. Tony plaisante en disant qu'elle a bon goût, puis il l'invite à danser. La situation devient gênante et, en sortant, Pepper remarque que tout cela était très étrange. Tony dit qu'il dansait simplement, mais elle redoute que d'autres interprètent mal la scène à cause de sa réputation. Finalement, ils sont sur le point de s'embrasser. Mais Pepper change d'avis et lui demande quelque chose à boire. En commandant, Tony croise la journaliste déjà rencontrée qui lui montre des images choquantes. Un village a été attaqué avec des armes de Stark Industries. Tony affirme n'être pas impliqué et, troublé, emporte les photos.
Il dit à Obadiah qu'il a été très naïf de croire que tout était sous contrôle. Mais maintenant, il comprend que quelqu'un négocie en secret et que tout cela prend sens. À ce moment-là, il découvre la vérité. Obadiah l'a trahi, il a ordonné qu'on le remplace, et il a continué à vendre des armes dans son dos. Tony reste paralysé en entendant cette révélation qui bouleverse sa vision de l'entreprise. De retour chez lui, Tony regarde les informations, et il n'a pas besoin de plus de preuves. Il enfile l'armure, désormais peinte en rouge vif et or. Voulant devenir un symbole pour l'humanité, il s'envole en Afghanistan, élimine des ennemis, détruit des positions hostiles et sauve des civils. Par un geste symbolique, il épargne la vie d'un chef terroriste, pour qu'il soit jugé par le peuple, qui célèbre sa libération en observant son retrait parmi les décombres. Cependant, son intervention ne passe pas inaperçue, car l'armée détecte un objet volant non identifié et, ne recevant aucune réponse, ouvre le feu. Tony est touché, il perd de la stabilité et, en plein vol, il parvient à contacter Rhodes pour lui révéler que c'est lui qui est à l'intérieur de l'armure. Pendant la poursuite, l'un des avions subit un choc accidentel et le pilote tombe dans le vide. Mais Tony le sauve juste à temps avant de disparaître du radar. En rentrant, Pepper va à l'atelier et le trouve en train d'enlever son armure. Elle est surprise, bien que Tony tente de minimiser en disant que ce n'est pas la pire chose qu'elle l'ait vu faire. Peu de temps après, la trahison est confirmée. Obadiah se rend au Moyen-Orient pour rencontrer les terroristes qui ont survécu. Voyant qu'ils ont reconstruit le Mark I avec les restes, il prend une décision froide. Au lieu de négocier, il les trahit, s'empare des plans et assassine les chefs rebelles. Il montre qu'il n'a jamais voulu partager le pouvoir, cherchant seulement à reproduire et dépasser la technologie de Tony. De retour aux États-Unis, Tony continue de soupçonner son implication. Il demande à Pepper d'infiltrer un dispositif dans le réseau d'Obadiah pour savoir ce qu'il prépare. Pepper veut alors savoir ce qu'il fera ensuite, et Tony répond qu'il va agir. Pepper promet de l'aider pour tout, mais refuse de le faire. Si Tony pense à tout recommencer, Tony répond qu'il ne restera plus rien après ça, qu'il n'y a plus d'autre chemin. Effrayée par la situation, elle annonce sa démission. Mais Tony lui rappelle qu'elle est restée à ses côtés pendant qu'il profitait de la destruction. Maintenant qu'il veut protéger ceux qu'il a mis en danger, elle souhaite partir. Pepper explique qu'elle craint pour sa vie et qu'elle ne veut pas faire partie de quelque chose d'aussi risqué. Bien que finalement Tony parvienne à la convaincre et que Pepper change d'avis, elle accepte donc de l'aider et s'infiltre dans les bureaux de l'associé de Tony. Elle accède à son système, télécharge tout et découvre l'impensable. Des plans d'une armure plus grande et létale que celle de Tony, et une vidéo montrant clairement son kidnapping. Il n'y a plus de place pour le doute. Obadiah a ordonné son assassinat dès le début, alors qu'il était encore un partenaire proche et digne de confiance. Obadiah l'interrompt, et Pepper invente une excuse pour partir avant qu'il ne soupçonne quoi que ce soit. Obadiah, sachant sa découverte, accélère la fabrication de son armure. Cependant, il se heurte rapidement à un obstacle. Aucun de ses ingénieurs ne parvient à reproduire le petit réacteur qui alimente l'armure. Frustré et paranoïaque, il prend une décision désespérée. Cette nuit-là, il s'infiltre dans le manoir de Tony, le surprend au dépourvu et le paralyse avec un dispositif sonique qui bloque son système nerveux. Sans pitié, il lui révèle sa trahison et lui arrache le réacteur de la poitrine, le laissant sans énergie. Tony s'effondre au sol, sans force, mais refuse de mourir malgré la victoire apparente d'Obadiah. Avec un effort surhumain, il rampe jusqu'à son ancien réacteur, celui qu'il avait mis de côté, et que Pepper avait gardé comme souvenir. Il manque d'énergie pour le mettre, même avec l'aide de Jarvis. Indispensable. Pendant ce temps, Obadiah termine son armure gigantesque. Un monstre métallique qui ressemble plus à un tank qu'à une armure et qui est prêt à tout dévaster. Rhodes découvre Tony affaibli avec un réacteur moins puissant. Il lui dit que Pepper et des agents sont en route pour arrêter Obadiah, mais Tony sait parfaitement que c'est dangereux. Tony remet son armure et se prépare à empêcher que sa technologie ne soit transformée en une machine de destruction massive. Au même moment, Pepper arrive chez Stark Industries, avec des agents du Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, et un mandat d'arrêt, mais tout dégénère rapidement. Alors qu'il croit le bâtiment sécurisé, la situation bascule et l'atmosphère se tend. De l'intérieur surgit l'imposante armure d'Obadiah, appelée Ironmonger, une structure géante avançant avec une force démesurée. Obadiah hors de contrôle. Il fonce sur tout et s'apprête à éliminer Pepper. À cet instant, Tony descend du ciel avec son armure, décidé à intervenir, même si son réacteur a très peu d'énergie. Le combat débute violemment, mais Tony est vite dépassé par Ironmonger, plus grand, fort et résistant. Il l'écrase au sol, le projette, puis le fracasse contre murs et voitures. Pendant que Tony essaie de rester en action, il fait tout de même appel à son ingéniosité pour l'emmener sur un terrain différent,
l'obligeant à le poursuivre de plus en plus haut vers le ciel. Dans une ascension risquée, Tony résiste à l'altitude, sentant l'air se raréfier, sachant que son armure tiendra encore un peu, quelque chose que celle d'Obadiah ne pourra pas accomplir très longtemps. À ce moment-là, le système d'Ironmonger commence à geler. Ses articulations se bloquent et l'armure tombe à toute vitesse vers le sol. Tony descend, épuisé, pensant un moment que tout est fini. Mais il découvre bientôt qu'Obadiah a survécu à la chute, et que la structure mécanique a également résisté à l'impact. Avec sa dernière impulsion, Ironmonger revient, déterminé à porter le coup final, et Tony sans énergie ne peut plus se défendre. Pepper observe depuis la salle du réacteur principal et voit son patron près de mourir. Tony lui donne alors un dernier ordre, surcharger le réacteur et libérer toute la puissance vers le plafond. Pepper hésite, car le faire pourrait aussi le tuer, mais le temps presse et il n'y a pas d'autre alternative viable. Elle active le mécanisme, libérant une énorme décharge d'énergie qui traverse le bâtiment et détruit Ironmonger. L'onde atteint aussi Tony, et le silence tombe jusqu'à ce que, le lendemain matin, il se réveille, blessé, mais vivant. Lors d'une conférence de presse organisée pour couvrir toute l'affaire, l'agent Coulson remet à Tony un alibi soigneusement élaboré. C'est un récit officiel, un mensonge pour sauver les apparences, mais Tony le rejette. Il prend le micro sans hésiter et déclare avec assurance « Je suis Iron Man ». Après le générique, une visite inattendue fait irruption dans sa vie. Le directeur Nick Fury apparaît dans son salon privé et lui parle de quelque chose appelé l'initiative Avengers, un projet qui commence à peine à se dévoiler. Après avoir révélé son identité comme Iron Man, Tony Stark devient encore plus médiatique et controversé. La foule l'idolâtre comme un héros garant d'une paix sans précédent. Au sein du gouvernement des États-Unis, l'idée que son pouvoir devienne menaçant gagne du terrain. Dans un appartement russe délabré, un homme aux longs cheveux veille sur son père mourant. Tandis que la télévision montre Tony, le vieil homme regarde les infos et murmure avec amertume à son fils que cette place aurait dû être la sienne. Peu après, il meurt, laissant Ivan Banco plongé dans une douleur qui le désarme. Il pleure, respire difficilement et commence à fouiller parmi les affaires de son père, avec un mélange de colère et d'inquiétude. Il repère alors des plans au nom de Howard Stark et se concentre aussitôt sur eux. Ensuite, il tourne son regard vers l'image de Tony qui apparaît à l'écran, comme si le lien entre eux devenait inévitable. Il commence alors à construire quelque chose basé sur le réacteur maintenant Tony en vie, guidé seulement par la vengeance. Par ailleurs, 6 mois plus tard, Tony saute d'un avion militaire entouré de danseuses et de feux d'artifice, atterrissant dans une convention célébrant l'héritage des industries Stark. Il parade sur scène avec arrogance et dit qu'ils ne doivent plus le regretter. Se proclamant responsable de la plus longue période de paix depuis des décennies, il rappelle que depuis les cendres de sa captivité, il n'y a jamais eu de meilleure métaphore que celle du phénix. Il remercie tous et précise qu'il parle d'un héritage pour les générations futures, pas seulement de lui ou d'eux. Il explique que, pour la première fois depuis 1974, pendant un an, les esprits les plus brillants de divers pays et entreprises uniront leurs ressources pour partager leur vision d'un avenir meilleur. Enfin, il les accueille à la Stark Expo, lançant la rencontre. Il présente alors un invité spécial venu de l'au-delà et invite à applaudir son père, Howard. Une vidéo montre Howard expliquant que tout est possible grâce à la technologie. Une vie meilleure, une bonne santé et la chance d'atteindre la paix mondiale. Il décrit ainsi la ville du futur, soulignant que la technologie offre des possibilités infinies. Pendant la présentation de son père, Tony contrôle la toxicité de son sang. L'appareil indique 19, ce qui l'inquiète malgré son calme. À la fin de la projection, les informations annoncent que l'expo se tiendra toute l'année, soulignant l'importance de l'événement. Tony se retire, le public exulte. Une fan lui donne son numéro alors que Happy l'escorte au milieu des cris et flashs. Tony signe des autographes, avance vers la sortie et se dirige vers sa voiture pour chercher un peu de répit. À cet instant, une jeune femme séduisante et déterminée apparaît. Elle l'a cherché pour lui remettre une convocation officielle. Happy reçoit le document parce que Tony déteste prendre des objets directement. Et la jeune femme explique qu'il est convoqué devant le Sénat du comité des services armés, demain à 9h. Tony, surpris, demande si elle est policière fédérale, et elle répond en montrant son insigne, sans hésiter. Il essaie de plaisanter, mais la situation devient inévitable et crée une tension croissante. Ensuite, Tony regarde l'insigne, comprend le sérieux de la situation et reste pensif. Pendant ce temps, l'ambiance change complètement, car la nouvelle bouleverse son agenda et annonce un conflit plus large. Plus tard, Tony va à Washington pour comparaître devant le comité, avançant calmement dans les couloirs. Pendant l'audience,
Le sénateur Stern lui demande s'il possède une arme spécialisée, mais Tony répond que non. Il précise que cela dépend de la façon dont on définit une arme et explique que l'armure n'entre pas dans cette catégorie. Stern répond que l'arme c'est Iron Man, mais Tony soutient que c'est une prothèse avancée, la meilleure description selon lui. Cependant, le sénateur insiste en disant que sa priorité est que l'arme soit remise au peuple des États-Unis, ce que Tony rejette, en assurant que lui et l'armure forment une unité et que les séparer serait incorrect. Stern affirme ne pas être expert en armement et convoque Justin Hammer, son principal entrepreneur. Lorsque Justin arrive, Tony plaisante en disant qu'il ne sait pas où se trouve l'expert mentionné, provoquant une grimace contenue. Justin précise qu'il n'est pas expert, contrairement à Tony, et souligne le rôle clé d'Howard Stark dans l'industrie militaire. Finalement, il soutient que Tony a créé une arme aux possibilités étendues, et exprime qu'il aimerait se sentir en sécurité. Il adorerait ne pas fermer la maison à clé, mais Justin dit que ce n'est pas le Canada. Ils vivent dans un monde de menaces imprévisibles par Monsieur Stark. Et avec cette idée, il termine son discours en remerciant et en bénissant Iron Man et le pays. Le comité du Sénat convoque ensuite le lieutenant-colonel James Rhodes comme haut commandant de l'armée de l'air. Sa présence impose le respect, car on lui fait lire une phrase hors contexte pour discréditer Tony Roddy. Il procède à lire le paragraphe que le sénateur lui remet, affirmant qu'en opérant dans aucune branche du gouvernement, Iron Man pourrait représenter un risque pour la sécurité nationale et ses intérêts. Les sénateurs veulent présenter Tony comme une menace, mais Rhodes ne s'effondre pas, et présente ses propres recherches, accompagnées d'images satellites. Celles-ci révèlent que plusieurs pays tentent de reproduire la technologie d'Iron Man. Soudain, Tony, toujours en avance, pirate en direct le système du Sénat avec sa technologie. Avec un sourire ironique, il redirige les écrans et commence à montrer les véritables tentatives de copier son armure, révélant des échecs, des explosions et des prototypes instables. Alors que l'ambiance devient tendue un par un, les imitateurs échouent, et Justin Hammer se retrouve exposé devant tout le monde comme le plus à la traîne. Tony précise qu'aucun ne représente un réel danger, car ils ont environ 5 ans de retard, et dans le cas de Justin, près de 20 ans. Ensuite, il affirme qu'il devrait le remercier de servir de bouclier efficace grâce à son travail. Le pays est en sécurité, ils n'auront pas sa propriété, mais il leur a déjà rendu un immense service. Alors il prend congé en déclarant qu'il a privatisé la paix mondiale. À Moscou, de l'autre côté du monde. Ivan regarde les infos où Tony dit servir la nation et être engagé envers le peuple, uniquement quand il le voudra, montrant qu'il agit selon sa volonté. Ivan prépare sa vengeance dans son atelier improvisé, où il a conçu une nouvelle arme. Des fouets électrifiés alimentés par sa propre version miniaturisée du réacteur Arc. De retour avec Tony, le compte à rebours continue, et une nouvelle analyse de toxicité sanguine est effectuée. Le résultat monte à 24%. Marquant la progression silencieuse d'un problème qui l'accompagne sans répit. À la fin de cette étape, nous découvrons que les noyaux de palladium, bien qu'ils maintiennent Tony en vie, l'empoisonnent aussi lentement, et l'utilisation constante de l'armure accélère sa détérioration. Chaque noyau s'use de plus en plus vite et Jarvis ne trouve pas d'éléments de remplacement. Donc le temps est compté. Quand Pepper arrive, Jarvis propose de l'avertir, mais Tony lui dit de se taire. Pepper, contrarié, demande s'il a vraiment donné sa collection d'armes modernes aux Boy Scouts d'Amérique. Tony répond que oui, car il considère que c'est une bonne action, et rappelle que la collection lui appartenait. Elle proteste, disant avoir mis 10 ans à la constituer, puis affirme que l'expo est une perte de temps. Bien que Tony insiste sur le fait que rien n'est plus important qu'elle, Pepper lui dit qu'il ne fait que l'utiliser pour flatter son ego et change de sujet. Alors qu'il accroche un énorme tableau d'Iron Man au mur, au milieu de leur tension, Tony fait l'impensable. Il nomme Pepper Potts, directrice générale des industries Stark. Surprise et hésitante, elle accepte finalement, consciente de ses capacités. Tony avoue y penser depuis plusieurs jours. Il célèbre avec du vin et la félicite, tandis qu'Ivan achète de faux papiers et poursuit son plan. Tony, ignorant le danger, s'entraîne avec Happy, lorsqu'apparaît une assistante juridique chargée du transfert, Natalie Rushman. Intrigué, Tony lui demande de monter sur le ring pour affronter Happy. Une plaisanterie devient une démonstration éclatante de compétence. Nathalie le bat avec des mouvements précis et surprenants. Tony est stupéfait. Il essaie de la draguer, mais elle reste distante. Il dit vouloir Nathalie comme assistante, malgré le refus de Pepper. Quelques jours plus tard, Tony arrive à Monaco comme sponsor d'une voiture au Grand Prix. Là-bas, Pepper découvre que Tony a engagé Natasha comme assistante sans la consulter, provoquant une nouvelle dispute silencieuse alors qu'ils avancent sur le circuit. Peu après, Tony croise Elon Musk, qui évoque un jet électrique, et il continue d'avancer dans l'endroit jusqu'à tomber sur Justin Hammer, qui apparaît en souriant, essayant d'attirer son attention.
Cette série de rencontres marque la nouvelle scène autour de Tony à Monaco, juste avant que l'ambiance ne change avec l'arrivée de concurrents, sponsors et hommes d'affaires. Il reste confiant. À la fin, Hammer lui annonce qu'il présentera quelque chose d'important à la prochaine Stark Expo. Mais Tony, mal à l'aise, l'humilie devant Christine et lui dit que si un jour il invente quelque chose qui fonctionne, il envisagera peut-être de l'inclure. Avant la course, Tony s'écarte pour vérifier la toxicité de son sang et le résultat est dévastateur. 53% d'empoisonnement. Choqué, il prend une décision impulsive et remplace le pilote de sa voiture. La course débute dans une ambiance électrique. Tout va bien jusqu'à l'apparition d'Ivan sur la piste. Grâce à ses fouets d'énergie alimentés par son réacteur, Ivan tranche des voitures, détruit des véhicules et avance sans pause. Il coupe la voiture de Stark en deux, projetant Tony qui survit de justesse et reste piégé sans armure. Pepper et Happy accourent avec une mallette d'armure portable et renversent Ivan en arrivant, mais ce dernier continue d'attaquer sans relâche. Pepper lance la mallette à Tony qui l'active, et Iron Man revient sur la piste, prêt à affronter son nouvel ennemi, pendant que le chaos se déchaîne autour d'eux, sans répit. Le combat est brutal et Tony paraît perdre, mais il réussit à désarmer Ivan et à le neutraliser, en retirant le réacteur de la poitrine. Ivan sourit et murmure que Tony a perdu, sous le regard attentif de Justin Hammer. Plus tard, Tony rend visite à Ivan dans sa cellule, cherchant des réponses et d'un ton presque technique, lui dit qu'il a créé une bonne technologie, bien que les cycles par seconde pourraient être améliorés, en doublant les rotations et en concentrant les répulseurs dans des canaux de plasma ionisé. Il dit que son design est une copie correcte qu'il aurait pu vendre à la Corée du Nord, à la Chine ou au marché noir. On voit qu'il a des contacts dans les bas-fonds. Ivan lui répond qu'il vient d'une famille de voleurs et de brutes, tout comme ceux qu'il appelle coupables, et affirme que Tony oublie toutes les vies que les Stark ont détruites. Quand Tony demande d'où il a obtenu le plan, Ivan dit que c'est grâce à son père. Il dit que son père a sauvé Tony, mais Tony répond qu'il est encore en vie. Ivan a tenté de l'assassiner sans succès, concluant le récit. Pour Ivan, il n'a pas échoué car il l'a humilié publiquement et pense que les gens ne croiront plus en lui. Ivan Vanko n'est pas un criminel ordinaire, mais le fils d'Anton Vanko, un brillant scientifique russe qui a travaillé aux côtés du père de Tony, jusqu'à ce qu'il soit accusé d'espionnage et expulsé du pays, provoquant une chute qui a marqué sa famille. Pour Tony, la révélation est choquante, et il lui dit qu'il finira ses jours en prison. Ivan dit que mourir du palladium dans le cœur doit être horrible, ce qui glace Tony déjà dans l'avion. Il constate que les médias ternissent son image après avoir déclaré que sa technologie serait inimitable pendant des années. Mais Ivan a prouvé le contraire, suscitant des doutes qui le qualifient de dangereux et d'instable. Tony éteint la télévision pour rassurer Pepper et lui apporte le repas préparé. Pepper le fixe et demande ce qui se passe, mais Tony évite la question. Il veut annuler son anniversaire pour voyager avec elle, mais Pepper refuse à cause de trop de problèmes. Il suggère que ce serait des vacances pour se ressourcer. Mais Pepper répond que ce n'est pas le cas de tous, laissant Tony songeur et silencieux sur la vérité. Parallèlement, l'histoire d'Ivan Vanko ne fait que commencer en prison. Pendant le repas, il reçoit un colis inattendu, une bombe camouflée et un soi-disant nouveau compagnon de cellule, envoyé uniquement comme appât avec une précision froide. Ivan frappe, fait exploser la cellule et laisse un cadavre méconnaissable, faisant croire à sa mort alors qu'il s'évade. Peu après, 2 agents le capturent, lui couvrent la tête d'un sac et l'emmènent sans explication. Il se retrouve ensuite face à Justin Hammer, l'homme d'affaires obsédé par le désir de surpasser Tony Stark. Il ordonne aux gardes de retirer ses chaînes et affirme que c'est un honneur de le rencontrer, tentant de paraître confiant. Il s'assoit pour manger et discute calmement. Alors qu'Ivan observe, Justin prend son dessert, précise qu'il vient d'ailleurs et qu'il le finit toujours comme lui. Il veut tuer Tony Stark, illustrant son intention croissante. À la fin du passage, Justin dit à Ivan qu'il a vu comment il s'est tenu devant Tony en pleine piste, devant tout le monde, et que c'était vraiment incroyable. Cet acte a envoyé un message fort, un message que Tony n'a pas pu ignorer. Justin est intervenu pour éviter qu'on l'envoie dans une prison plus éloignée où son talent serait gâché. Il dit qu'ils doivent détruire Tony et son héritage, ajoutant que lui et Vanko ne diffèrent que sur un point. Justin dispose de toutes les ressources et pense qu'Ivan a besoin de soutien, de financement et d'un bienfaiteur, rôle qu'il compte endosser. Ivan sourit, murmure en russe, Justin ne comprend pas. Il lui demande s'il a compris la proposition. Ivan répond oui, il l'accepte, mais exige d'abord qu'on lui apporte son oiseau de Russie. Pendant ce temps,
Pepper et Natalie s'efforcent d'améliorer l'image de Tony, rappelant aux médias qu'il a toujours voulu les protéger. Ce qui s'est passé à Monaco le prouve. Rhodes arrive alors et demande où est Tony. Pepper répond qu'il travaille en bas. Tony, en effet, enquête sur le passé sombre d'Anton Bauer. Tony découvre qu'Anton était un physicien brillant, dont le talent a été dévoré par la politique, l'ambition et la trahison. Son fils Ivan, aussi physicien, a hérité de son intelligence et de son malheur. Condamné pour trafic d'armes soviétiques au plutonium vers le Pakistan, il a purgé 15 ans de prison avant de disparaître des registres. À ce moment-là, Rhodes arrive, insistant pour que Tony affronte la situation. Il lui raconte qu'il a passé toute la journée à parler avec la garde nationale pour éviter qu'il n'envoie des chars défoncer sa porte et confisquer ses armures. Mais le gouvernement en a eu assez. Tony affirmait que sa technologie serait irréproducible pendant 20 ans. Mais désormais, ils savent que quelqu'un l'a déjà. Ce n'est plus une théorie. Tony, affaibli, manque de s'effondrer et demande à Rhodes de l'aider à rejoindre le bureau. Il insère un nouveau noyau de palladium pendant que Rhodes observe l'armure. Il lui dit qu'il n'a pas à tout porter tout seul, mais Tony insiste en disant qu'il sait ce qu'il fait. Dans le Queens à New York, Justin Hammer emmène Ivan dans son grand atelier privé et lui assure qu'il peut travailler sereinement. Le monde entier croit qu'il est mort. Justin conduit Ivan au cœur de son atelier et lui montre fièrement une série de prototypes robotiques conçus pour le combat. Il affirme qu'ils sont prêts à se battre, bien qu'ils aient encore des défauts à cause de la production accélérée. Quoi qu'il en soit, il lui dit qu'ils sont tous à lui. Ivan pirate rapidement l'ordinateur de Justin et accède illégalement au système, surprenant l'homme d'affaires. Justin reconnaît son habileté, mais Vanko réplique que son logiciel est nul. Il grimpe à une échelle pour inspecter un robot. Justin précise que chaque robot vaut 125 millions. Juste avant qu'Ivan arrache la tête du prototype pour examiner le matériau. Ce geste déplaît à Justine, mais Ivan répond « Que voulez-vous que je fasse ?» Justine révèle son plan. Il veut que ses costumes lui assurent des décennies de prestige militaire. Il veut qu'Iron Man paraisse dépassé. Il veut gâcher la fête de Tony à la Stark Expo. Ivan acquiesce, sans objection. Pendant ce temps, Tony effectue un autre test de toxicité, 89%. Abandonné et sans espoir, il choisit d'ignorer les autres comme toujours. S'il doit mourir, ce sera selon sa volonté. Tony Stark se saoule, enfile l'armure et transforme sa propre fête d'anniversaire en un spectacle ridicule. Il tire sur des bouteilles, lance des blagues cruelles et transforme la fête en chaos triste. Pepper l'observe, impuissante, tandis que Rhodes, las de le voir s'autodétruire, descend à l'atelier et revêt une armure de rechange. Quelqu'un doit l'arrêter. L'inévitable arrive. Iron Man affronte pour la première fois War Machine. Au milieu du combat, Rhodes lui ordonne d'enlever l'armure, mais Tony, complètement perdu, répond avec agressivité. Les coups redoublent. Le combat reste équilibré. Mais Tony finit par mettre son ami au sol et le taquine en l'appelant machine de guerre. Le combat devient incontrôlable jusqu'à ce que Rhodes provoque une explosion qui laisse Tony inconscient. Lorsque Tony reprend connaissance, il ne fait qu'apercevoir son ami partir avec l'armure vers une base militaire. Le lendemain matin, Tony Stark est assis dans un café, mangeant un donut. Il a bientôt une réunion avec Nick Fury, qui le confronte à propos de son irresponsabilité avec les armures. À ce moment-là, son assistante apparaît, qui est en réalité Natasha Romanoff. Sans attendre, elle lui injecte du dioxyde de lithium pour stabiliser ses symptômes. Ce qui fait comprendre à Tony que sa situation est plus grave qu'il ne l'admettait. Fury. Alors, il lui révèle qu'il existe quelque chose qu'il n'a pas encore cherché. Un indice oublié, qui pourrait être la clé pour sauver sa vie, et remplacer le palladium qui l'empoisonne. Pendant ce temps, Justin Hammer découvre qu'Ivan a transformé ses armures en androïdes autonomes. Bien qu'il désapprouve cette méthode, préférant des armures façon Iron Man, il accepte qu'il poursuive son projet, pour l'instant, tant que cela lui permet de briller à l'expo. Parallèlement, Rhodes présente l'armure récupérée au général, qui affirme que le sénateur va enfin lui laisser la paix. Il lui demande si elle fonctionne, et Rhodes confirme qu'elle est prête pour l'émission. Le général ordonne qu'on appelle Hammer pour l'équiper d'armement et l'exposer à la prochaine Stark Expo. Une décision qu'il conteste, mais doit respecter comme ordre direct. En même temps, Fury expliqua à Tony que son père développait une nouvelle source d'énergie pour s'éloigner de l'industrie de l'armement. Un projet visionnaire avec la participation d'Anton Vanko. Avant de le trahir dans le but d'en tirer profit, cette trahison a conduit à son expulsion. Fury rappelle que, d'après Howard Stark, seul Tony peut finir ce qu'il a commencé. Si cela est vrai, alors seul Tony possède la capacité de résoudre l'énigme qui menace son propre cœur. Troublé, Tony dit ignorer qui lui a raconté cela, car son père n'a jamais été son plus grand fan. Fury demande à Tony ce qu'il retient de lui. Tony répond qu'il était froid, calculateur, distant et jamais affectueux.
Il a du mal à croire que son père pensait que l'avenir reposait sur lui. Fury rejette cette idée et lui révèle une surprise. Howard Stark a fondé le Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division, ce qui surprend Tony et le pousse à vouloir en discuter davantage. Mais Fury lui rappelle sa réunion à 2 heures épars, laissant Tony seul avec de nouvelles questions. Tony est averti que Natasha restera travailler avec lui sans être découverte et qu'il sera constamment surveillé. Elle lui indique que toutes les communications sont coupées et qu'il sera isolé, puis lui souhaite bonne chance avant de partir. À ce moment-là, Tony demande à l'agent Coulson d'aller chercher du café, tandis qu'il essaie de se concentrer dans le laboratoire, mais Coulson lui précise qu'il n'est pas là pour le servir. Il l'informe que le directeur Fury l'autorise à employer tous les moyens pour l'empêcher de fuir, et qu'il l'électrocutera sans hésiter s'il essaie, même en regardant la télévision. Face à cette menace directe, Tony comprend la situation et examine la valise que Fury lui a laissée, appartenant à son père. Pendant ce temps, Hammer poursuit sa présentation intense devant l'armée, montrant diverses armes destinées à l'armure volée. Il expose des pistolets, des mitraillettes et enfin un missile extraordinairement puissant, appelé Lekrat Lex-Fam. Face à cela, Rhodes lui indique d'inclure absolument tout dans l'armure. De retour chez lui, Tony se plonge dans les documents de son père, qui semblent d'abord être une énigme, jusqu'à ce qu'il découvre un enregistrement où Howard lui demande d'achever ce qu'il n'a pas pu faire. Le lendemain, Tony tente de se réconcilier avec Pepper en lui offrant des fraises, mais elle ne lui accorde que 30 secondes. Il reconnaît son manque de sincérité et tente de dire la vérité, sans y parvenir. Ce qui énerve Pepper qui lui ordonne de se taire. Elle lui rappelle qu'elle dirige l'entreprise et que son travail est sérieux, car les gens comptent sur lui pour être Iron Man, même s'il disparaît souvent, et qu'elle se contente d'éteindre ses incendies et de répondre à des accusations constantes, pendant qu'elle essaye de garder le contrôle. Pepper précise son allergie aux fraises et constate que Natasha est désormais son assistante, ce qui la contrarie davantage. Refusant la réconciliation, elle part s'occuper de choses plus importantes. Lorsque Tony se retrouve seul avec Natasha, il lui dit qu'elle est une triple imposteur et qu'elle joue très bien ce rôle. Elle se retire et l'avertit de rentrer. Sinon, elle fera venir quelqu'un. Il se retrouve alors seul. Tony trouve l'ancienne maquette créée par son père et découvre qu'elle cache bien plus qu'une simple maquette à petite échelle. Alors il décide de l'emporter immédiatement pour la numériser dans son atelier. Lorsque Tony numérise la maquette, il découvre qu'elle cache la conception d'un nouvel élément théorique, un substitut parfait au palladium qui est en train de l'empoisonner. Poussé par cette découverte, il commence à construire l'équipement nécessaire pour le synthétiser, et, dans le processus, finit par détruire une partie de sa maison, en ajustant chaque pièce. Au milieu de ce chaos, Coulson apparaît, agacé par sa récente fuite, et lui reproche son manque de discipline. En inspectant, il trouve le prototype du bouclier du Capitaine America, que Tony utilise aussitôt pour caler sa machine, ce qui irrite encore plus l'agent. Après lui avoir reproché son attitude, Coulson annonce qu'il a une nouvelle mission au Nouveau-Mexique et qu'il doit partir immédiatement avant de s'en aller. Il lui souhaite bonne chance et rappelle qu'il compte sur lui, mais Tony répond froidement et montre son indifférence après les adieux. Tony active le collisionneur avec détermination et synthétise le nouvel élément, pouvant servir de noyau à son réacteur ARK. Jarvis le félicite pour sa réussite et lance des diagnostics complets, soulignant l'ampleur de la découverte sans interrompre le processus. Au même moment, Hammer presse Ivan pour des résultats et exige que les androïdes soient prêts rapidement. Ivan répond évasivement et ne finit aucune unité, ce qui accroît la tension quand Hammer menace de renégocier le contrat. Après l'expo, Ivan attend qu'il parte et élimine froidement les gardes qui le surveillaient. Puis il contacte Tony et lui promet de bientôt révéler au monde que son héritage est un mensonge, affirmant qu'Iron Man peut être détruit à tout moment, ce que sa famille lui a fait en 40 ans. Il le fera en 40 minutes. Tony tente de localiser l'appel, sans succès. Après la menace, il se prépare, place le nouveau réacteur sur sa poitrine et ressent une nette amélioration. Pendant ce temps, Justin Hammer présente ses androïdes au public, énormes et destinés aux forces armées, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales. War Machine est aussi présenté au public, mais Iron Man arrive en avertissant du danger. Trop tard. Ivan pirate les systèmes de Rhodes et des androïdes, causant le chaos et forçant l'évacuation. Tony s'envole au loin pour éloigner les androïdes et Rhodes, lançant une poursuite effrénée à travers la ville. Au même moment, Natasha et Happy arrivent à l'atelier de Hammer en avançant avec détermination, tandis qu'elle révèle qu'elle est bien plus qu'une simple assistante, d'une précision redoutable. Elle se faufile parmi les agents de sécurité, les neutralisant un à un, tandis que Happy, coincé, lutte seul contre un agent qui le retient.
Lorsque Natasha termine de mettre les gardes hors d'état de nuire et libère le passage, ils arrivent tous les deux dans la salle réservée à Ivan, mais découvrent qu'il était déjà parti à ce moment-là. Elle relance le système de la machine de guerre, rendant le contrôle à Rhodes et l'assurant qu'il peut respirer car il ne mourra plus grâce au nouveau palladium. Lors de l'appel, Pepper réagit aussitôt, s'énerve à la nouvelle, malgré les tentatives de Tony pour lui expliquer qu'il voulait bien lui annoncer la vérité. Cependant, ils ne peuvent poursuivre la discussion, le temps leur échappant entre alarmes et menaces. Autour de l'expo à la Stark Expo, Tony et Rhodes se retrouvent au milieu du chaos, sans avoir l'occasion de parler, à part un salut pressé. Alors que les androïdes commencent à les encercler complètement, à partir de cet instant, ils avancent côte à côte et détruisent les androïdes. Grâce à leur excellente coordination, ils sont très efficaces. Alors que les attaques continuent, la police arrête Hammer pour avoir caché Ivan Banco, même si la véritable menace est encore à venir. Soudain, Ivan surgit avec une armure puissante et les attaque à l'aide de fouets énergisés, capables de les affronter tous deux simultanément. Rhodes utilise l'ex-femme pour l'arrêter, mais le missile de Hammer échoue et s'éteint aussitôt. Après un combat intense, Tony et Rhodes synchronisent leurs attaques, et avec un tir combiné, détruisent l'armure d'Ivan. Avant de mourir, Ivan déclenche l'autodestruction des androïdes et de lui-même. Tony se précipite désespérément, court à toute vitesse et parvient à sauver Pepper juste avant l'explosion. Lorsqu'ils arrivent sur un toit, épuisée par tout cela, elle démissionne de son poste de directrice, mais Tony l'embrasse sans se rendre compte que Rhodes les observe. Il dit que sa voiture a été détruite, et qu'il prend l'armure avec lui. Le lendemain, Tony accepte d'être consultant pour le SH, un E-L-D. Le sénateur le décore. Dans la scène post-générique, Coulson annonce à Fury que le marteau de Thor a été retrouvé. Tony Stark rappelle que nous sommes souvent les architectes de nos propres démons. Et pour l'illustrer, nous revenons à la nuit du Nouvel An 1999, en Suisse. Là-bas, Tony tente de séduire Maya Hansen, une brillante scientifique qui attire toute son attention. Il dit qu'il veut la connaître de plus près, de préférence dans sa chambre, car il souhaite aussi voir ses recherches. Mais Maya répond qu'elle peut lui montrer son travail, même si elle ne permettra pas une telle proximité. À ce moment-là, Monsieur Jensen s'approche pour présenter son invité. Tony ne fait pas attention, restant concentré sur Maya et plaisantant qu'il aura peut-être besoin d'un cardiologue. Après un moment. Ensuite, Aldrich Killian apparaît. Un homme nerveux qui boite et se présente comme le fondateur d'une petite entreprise dédiée aux idées de mécaniques avancées. Avec enthousiasme, il leur propose de collaborer sur un projet commun, et Tony se dit intéressé. Pour ne pas le froisser, il promet de le rejoindre plus tard sur le toit, sans réelle intention de le faire. Finalement, il ne vient pas, laissant Killian attendre dans la nuit froide suisse. Pendant ce temps, il continue de surveiller Maya, et d'espérer en apprendre davantage sur ses recherches. Après cet épisode, Maya décide de montrer à Tony ses recherches les plus récentes, un projet nommé Extremis, capable de modifier le système biologique humain pour régénérer tissus et membres. Pendant leur discussion, Happy touche une plante d'essai et Maya l'avertit, car la réaction est instable. Tony accompagne Maya dans sa chambre pour continuer la discussion sur la formule, tandis que Happy, distrait, arrache une partie de la plante. Ils observent la régénération du fragment, illustrant la puissance de l'expérience. Pendant la conversation, on perçoit la complicité entre Tony et Maya, car il dit n'avoir jamais rencontré une femme aussi intelligente. Maya doute, mais Tony nuance, et affirme qu'en Suisse, personne ne lui semble aussi brillante. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, une explosion interrompt le moment. La détonation provient de l'usine expérimentale de Maya, un défaut qu'elle avait déjà mentionné. Tony et Maya réagissent avec calme, mais Happy interprète l'explosion comme une menace et tente de protéger Tony. Ils lui disent que c'était juste une défaillance. Quand l'ambiance se calme, minuit sonne, ils se souhaitent bonne année et Happy part. Pendant ce temps, ailleurs, Killian attendait Tony sur le toit, sans savoir qu'il ne viendrait jamais. La voix de Tony reprend la narration, expliquant qu'il raconte cela car à l'époque, il créait des démons sans en avoir conscience. Il se souvient de cette époque heureuse, même après avoir poursuivi sa vie. Après un court séjour dans une grotte afghane, il a quitté les fêtes et poursuivi sans se retourner. Avec le temps, il a oublié cette nuit en Suisse et se dit désormais complètement changé. L'histoire revient alors au présent. Des années plus tard, Tony vit une autre réalité, marquée par l'événement de New York qui l'a profondément touché. La seule façon qu'il trouve pour calmer son esprit est de s'enfermer dans son atelier et de se consacrer à construire sans relâche. Jarvis rappelle à Tony qu'il est éveillé depuis 72 heures, mais ce dernier l'ignore et annonce à ses armures la naissance de son frère préféré.
Il travaille sur l'armure numéro 42, chacune avec de nouvelles fonctions, et il ordonne à Jarvis de mettre de la musique pendant qu'il commence le processus de s'équiper à distance. La séquence montre la procédure devenir incontrôlable et causer des désastres dans l'atelier sans conséquences graves. Tony réussit finalement à enfiler toutes les pièces, ou du moins il le semble, juste quand il affirme être le meilleur. Un composant en retard le percute et lui fait perdre son armure. Jarvis remarque qu'observer son travail est toujours un plaisir. Soudain, une menace inattendue bouleverse le monde. À la télévision apparaît un homme avec un accent étranger, vêtu de tunique, qui se fait appeler le Mandarin. C'est un terroriste qui diffuse des messages effrayants, revendique des attentats et promet plus de violence. Dans une vidéo, il revendique une attaque contre une base militaire américaine et lance un avertissement au président. Le gouvernement lance une nouvelle version de la machine de guerre, renommée Iron Patriot et peinte aux couleurs du drapeau, utilisée par James Rhodes. Ils se retrouvent ensuite dans un bar. Tony demande ce qui se passe avec Mandarin et veut tout savoir. Rhodes lui dit que l'information est classée, que 9 attaques ont eu lieu, seulement 3 connues du public, et qu'aucune trace de bombe classique n'a été trouvée. Les explosions semblaient en provenir de l'intérieur même des corps, et quelque chose ne collait pas. Alors Tony a proposé d'aider Rhodes, disant qu'il avait la technologie nécessaire. Quand Rhodes lui a demandé s'il s'était reposé, Tony a répondu qu'Einstein dormait peu, mais réalisait de grandes choses. Rhodes a insisté sur l'importance de sa santé. Durant la conversation, des enfants ont demandé un autographe. L'un d'eux a dit « Comment êtes-vous sorti du trou lors de la bataille de New York ?» Cette question a provoqué une forte réaction. Tony a paniqué, a hyperventilé et fait une crise d'angoisse en public. Il n'a pu se calmer qu'en mettant son armure. Simultanément, dans les bureaux de Stark Industries, Happy a demandé à Pepper de remplacer les concierges par des robots, jugeant l'humain trop vulnérable. Il a aussi exigé que les employés portent une identification. Pepper a dit qu'elle était ravie qu'il dirige la sécurité, même si les plaintes avaient triplé. Malgré tout, Happy pensait que quelqu'un cachait quelque chose de mauvais. À ce moment-là, Pepper devait assister à une réunion gênante avec un ancien client, et Happy a choisi de rester proche par précaution. Pepper a alors reçu la visite d'Aldrich Killian, désormais transformé, sûr de lui, élégant et imposant. Happy a demandé son identification, mais Pepper a assuré que tout allait bien et les a laissés seuls pour la réunion. Killian lui a présenté son projet, une version d'Extremis qui renforce le potentiel bioélectrique de son cerveau, et réécrit son acide désoxyribonucléique. Explication accompagnée d'une attitude clairement séductrice, professionnelle et émotionnelle. Pepper a écouté, mais a refusé son offre sans hésiter. Happy, ayant observé la scène, a reconnu Aldrich de cet ancien événement, et est resté attentif à lui. Par méfiance, il a même appelé Tony pour lui raconter ce qui s'était passé et l'avertir que quelque chose clochait. Tony a plaisanté pour détendre l'atmosphère, mais Happy a affirmé qu'il avait désormais un bien meilleur emploi. Quand il disait être le garde du corps d'Iron Man, on se moquait toujours de lui. Par ce commentaire, il a affirmé sa position et observé Killian avec une suspicion croissante, sans le quitter des yeux, pendant que la réunion avançait, et que la tension continuait de monter jusqu'à la fin de cette journée. Happy restait plus heureux grâce à son nouveau travail avec Pepper. Et après s'être installé, il lui parle de Killian, expliquant qu'il fait des choses étranges avec Pepper. Tout lui semble trop parfait pour être une coïncidence. Ensuite, il lui montre son super cerveau, ce qui attire son attention, même si elle tente de le cacher. Pendant ce temps, Happy essaie d'expliquer à Tony ce qui se passe, mais il n'arrive pas à lui faire voir les choses aussi clairement. Happy précise qu'il ne fait pas confiance à Killian, accompagné d'un individu suspect, jouant un rôle clé dans cette histoire. Il insiste auprès de Tony pour qu'il s'intéresse, car Pepper est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Tony l'ignore désormais. Distrait, il entend Happy annoncer qu'il suivra l'individu étrange, vérifier ses plaques d'immatriculation, et, si la situation se complique, il décidera quoi faire plus tard. Tony dit à Happy qu'il lui manque. Happy répond que c'est réciproque, mais que c'est l'ancien Tony qui lui manque, sans déguisement de héros ni nouvelle pression. Et il avoue que le monde lui paraît étrange, avec autant de changements soudains. En revenant à Killian, il dit à Pepper d'imaginer pouvoir entrer dans le disque dur de n'importe quel organisme vivant, et de réorganiser son acide désoxyribonucléique. Il propose un scénario où la structure biologique pourrait être manipulée avec précision. Pepper répond que ce serait incroyable, mais aussi une arme pouvant créer des soldats améliorés, ce que Tony n'approuverait jamais. Killian mentionne qu'il a invité Tony à le rejoindre il y a 13 ans, et qu'il a été rejeté. Il a maintenant l'impression qu'un nouveau génie, indépendant de Tony et sans gros égos, est sur le trône. Sans changer de position, Pepper répond que la réponse reste non.
Killian exprime sa déception et cite un proverbe de son père sur l'échec. Pepper note la sagesse de ce dernier. Même s'il n'en comprend pas le sens, Killian affirme que lui non plus ne le comprend pas, et assure que c'était un homme insensé. Ensuite, il lui dit au revoir avec un baiser sur la joue et promet qu'ils se reverront. Pepper est choquée. Happy annonce que la voiture est prête. Elle dit avoir oublié des affaires et part les chercher, tandis que Happy photographie la plaque d'immatriculation. Ce soir-là, Pepper retrouve Tony. Dès son arrivée, elle voit qu'il lui a offert une énorme peluche pour l'accueillir et s'excuse de son retard, tentant de détendre l'atmosphère. Elle remarque immédiatement que Tony est assis dans le salon avec son armure et lui demande s'il la porte maintenant à l'intérieur de la maison, essayant de comprendre cette scène si particulière. Elle lui demande si c'est le Mark 15, ignorant que c'est en fait le 42. Tony commande que tout le monde a besoin d'un passe-temps, et Pepper répond qu'il met maintenant son passe-temps au milieu du salon. Tony dit qu'il est juste en train d'ajuster l'armure parce qu'au début elle le pinçait un peu à l'entrejambe, et cela fait rire Pepper. Ensuite, Tony lui demande si elle a vu son cadeau de Noël, et elle répond que oui. Elle veut savoir comment ils vont faire pour le faire passer par la porte. Tony annonce qu'une équipe viendra demain abattre le mur et régler le problème simplement. Puis il demande comment s'est passée sa journée. Il tente de masser ses épaules, et Pepper lui demande d'enlever son masque pour l'embrasser. Restant proche, il plaisante que ce n'est pas possible, et qu'il vaut mieux l'embrasser par-dessus le masque. Ce qui pousse Pepper à continuer le jeu en cherchant un outil. Pepper dit qu'elle va aller au garage pour trouver quelque chose qui l'aidera à enlever ce truc. Tony prétend une fuite radioactive pour l'empêcher de descendre, même si elle veut risquer sans réfléchir. En descendant, elle découvre que Tony contrôlait l'armure à distance depuis l'atelier et n'était pas à l'intérieur. Elle dit que c'est un nouveau niveau de moquerie, et lui reproche d'avoir dîné seul lors d'une soirée en amoureux. Tony explique qu'il essayait juste de la divertir pendant qu'il terminait un projet et qu'il a décidé de manger quelque chose. Parce qu'il ignorait si Pepper allait arriver bientôt ou prendre quelque chose avec Aldrich, Killian Pepper est surprise et lui demande s'il la surveille maintenant. Tony mentionne que Happy n'aime pas ce qui se passe autour de Killian, ce qui énerve Pepper et elle dit qu'elle va aller se coucher. Tony l'interrompt, s'excuse et reconnaît sa faute. Finalement, il lui révèle qu'il ne va pas bien, et qu'il se sent comme ça depuis un certain temps. Même s'il ne voulait rien lui dire, il affirme que tout a changé depuis New York. Pepper dit ne rien avoir remarqué, et Tony affirme avoir vécu des choses inexplicables. Des extraterrestres, d'autres dimensions, et lui juste un homme en boîte de conserve. Tony explique que la seule raison pour laquelle il n'a pas perdu la tête, c'est parce qu'il vit maintenant avec Pepper, et il admet que ça lui plaît beaucoup. Il se sent chanceux, même s'il avoue qu'il n'arrive pas à dormir dès qu'elle s'endort. Il va à l'atelier, et répare tout le temps n'importe quoi. Parce qu'il veut protéger la seule chose qui donne un sens à sa vie. Et cette personne, c'est elle. Tony dit que ses costumes font partie de lui, mais Pepper répond que ce ne sont qu'une distraction. Il admet qu'elle pourrait avoir raison et la serre dans ses bras, cherchant du réconfort. Puis Pepper prend une douche et ils se préparent à dormir. Cependant, pendant la nuit, Tony fait un cauchemar lié à ce qu'il a vécu en traversant le trou dans le ciel lors de la bataille de New York. Il s'agite sans contrôle et l'armure s'active sans qu'il s'en rende compte. Croyant Pepper menaçante, il la vise mais Tony se réveille brusquement et désactive tout aussitôt. Pepper, effrayée, lui dit que ce n'est pas normal et qu'elle ne peut plus continuer. Tony se sent de plus en plus brisé en réalisant qu'il met en danger la personne qu'il veut le plus protéger. Peu après, Happy suit discrètement Sabine, un homme musclé travaillant pour Killian. Il observe l'échange d'une mystérieuse mallette avec un autre individu et en essayant de s'approcher, il assiste à quelque chose de troublant qui le déroute. Sabin réalise qu'il est suivi et Happy l'attaque. Mais il remarque alors que les deux hommes ont des capacités surhumaines. Au milieu de l'échange de coups, l'un d'eux explose littéralement, laissant Happy grièvement blessé au sol, parmi les débris de l'explosion. Malgré le chaos, Happy parvient à voir comment Sabin se régénère presque immédiatement, comme si l'explosion n'avait eu aucun effet sur lui. Puis il s'en va en marchant tranquillement parmi les décombres, sans se soucier de ce qui s'est passé. Le lendemain de l'attentat, le monde est secoué par un nouveau message du mandarin, qui revendique, via un enregistrement, cette attaque et d'autres aux États-Unis. Pendant ce temps, Tony rend visite à Happy, qui est toujours dans le coma à l'hôpital. En sortant, il est attendu par une nuée de journalistes qui l'entourent. Et là, Tony explose. Il envoie un message direct au mandarin, affirmant qu'il n'a pas peur et qu'il le retrouvera pour l'éliminer. Il va même jusqu'à lui donner son adresse personnelle à Malibu pour le défier. Après avoir lancé le téléphone du journaliste contre le mur, Tony rentre en voiture et s'enferme dans son atelier pour examiner les restes de l'attentat. Là-bas, en utilisant sa technologie, il reconstitue la scène en 3 dimensions et observe quelque chose d'inquiétant. L'une des explosions n'a laissé que de la chaleur extrême et des plaques militaires calcinées, sans aucun reste de bombe.
Il identifie parmi les fragments Chad Davis, un ex-soldat souffrant de stress post-traumatique, ce qui le pousse à approfondir l'enquête. Alors que la tension commence à monter autour de leur maison, soudain la presse encercle la maison, créant une atmosphère étouffante. À ce moment, Maya Hansen, la scientifique rencontrée en 1999, apparaît. Maya lui demande de partir rapidement, car elle doit lui parler d'urgence. Tony dit qu'il accepterait normalement, mais il est déjà pris. Pepper pose ses valises et demande s'il y a quelqu'un. Tony confirme, c'est Maya, une amie botaniste selon lui. Ensuite, à voix basse, il supplie Maya de ne pas mentionner l'existence d'un enfant inconnu, et elle plaisante en disant qu'elle a 13 ans. Maya précise ensuite qu'elle est revenue demander de l'aide car sa recherche sur l'extrémisme pose problème, ajoutant avoir lu les journaux. Honnêtement, elle doute que Tony tienne une semaine sous autant de pression. Pepper arrive alors et dit qu'avec Rappy à l'hôpital, il ne s'attendait pas à des visites. Pepper ne semble pas bien s'entendre avec Maya, car elle sait qu'elle a été avec Tony par le passé, même si elle lui dit brièvement qu'elle a eu de la chance d'éviter de continuer à souffrir à cause de lui. Elle propose à Tony de partir. Maya trouve l'idée sensée, mais Tony refuse. Ensuite, ils commencent à discuter de la confiance, des secrets et de l'obsession de Tony pour ses armures, alors que les écrans de sécurité montrent des signes qu'il se passe quelque chose d'étrange. Soudain, Maya avertit que rien ne va, et un missile frappe directement la maison, déclenchant un chaos immédiat entre le feu et les décombres. Tony place l'armure sur Pepper, la propulse loin du danger et lui demande de se mettre à l'abri, pendant que Pepper s'enfuit avec Maya. Tony reste piégé jusqu'à ce que son armure incomplète s'assemble à temps pour contre-attaquer. À ce moment-là, Tony ne peut pas voler, car l'armure est un prototype. Pourtant, il esquive des missiles et détruit 2 hélicoptères grâce à son ingéniosité, tout en tentant de rester debout pendant l'attaque. Cependant, il ne tient pas longtemps dans le combat, et le dernier missile finit par détruire complètement sa maison, le projetant dans la mer avec les débris qui tombent autour de lui. Tout semble perdu, même si Jarvis active le pilote automatique à la dernière minute et l'armure traîne Tony hors de l'eau, sans qu'il puisse réagir. Inconscient, il est transporté à travers le pays, et s'écrase dans une forêt enneigée, dans un coin reculé du Tennessee, où la nuit froide et le silence l'enveloppent. À son réveil, épuisé et gelé, il traîne son armure sans énergie derrière lui. Alors qu'il avance à pied à la recherche d'une quelconque aide à proximité, il arrive à une station-service. Il reste dans l'ombre et laisse un message à Pepper promettant de ne pas revenir, jusqu'à ce qu'il découvre qui est derrière tout cela, car il ne veut plus la mettre en danger. Alors qu'il essaie de mettre de l'ordre dans ses idées, il comprend à cet instant qu'il doit aller de l'avant, même si tout semble brisé et profondément incertain. Blessé mais déterminé, Tony parvient à s'introduire dans une maison voisine, à la recherche d'outils. Mais un garçon nommé Harley le surprend et, en le reconnaissant, il fait remarquer que, selon les médias, Tony Stark est mort. Il observe l'armure, fasciné. Tony dit vouloir la réparer. Harley demande s'il était mécanicien, il répond oui. Le garçon suggère d'ajouter un panneau rétro-réfléchissant pour rendre les armures furtives, et Tony admet que c'est une bonne idée. Pendant la conversation, Harley casse accidentellement un doigt de l'armure, et Tony lui demande de faire attention avant de dire que ce n'est pas grave et qu'il la réparera. Il demande ensuite « Qui est dans la maison ?» Harley explique que sa mère est au restaurant et que son père est parti acheter des billets de loterie sans jamais revenir. Tony dit que certains pères partent et qu'il ne faut pas dramatiser. Puis il lui demande un ordinateur portable, une montre digitale, un téléphone, l'actionneur pneumatique du bazooka, des ressorts et un sandwich au thon. Harley demande « Qu'est-ce que j'obtiens en échange ?» Et Tony affirme qu'il lui offrira une protection contre l'enfant qui l'embête à l'école. Il prend un artefact de l'armure, affirmant que c'est une arme dangereuse pour lui. Il doit la pointer loin de son visage, appuyer sur le bouton, et laisser les autres le laisser tranquille. Ce n'est pas létal, mais utile pour se couvrir, et Harley accepte l'accord avant leur présentation officielle. Pendant ce temps, Pepper fouille les décombres de l'ancienne maison et trouve le casque de l'armure de Tony. En le touchant, elle entend un message que Tony a laissé avant de disparaître. Comprenant ainsi qu'il est toujours en vie, elle décide d'agir et commence à interroger Maya, qui révèle quelque chose de choquant. Son patron est Aldrich Killian, qui travaille pour le mandarin, donc elle suggère de parler plus calmement, ailleurs. Pepper ne comprend pas, car Tony a dit que Maya était botaniste. Alors elle précise qu'elle code l'acide désoxyribonucléique, dans un réservoir d'idées privées en échange d'une équipe, même s'il peut l'appeler botaniste s'il le souhaite. En parallèle, nous voyons Killian rencontrer le mandarin, et y enregistrer une nouvelle vidéo pleine de menaces destinées à semer la peur. Tony et Harley poursuivent leur enquête, et arrivent sur le lieu d'une explosion où Davis, l'ex-soldat, serait mort. L'ambiance se tend. Harley dit que Davis était instable et a explosé un jour sans raison. Tony voit quelque chose d'étrange sur le mur brûlé.
6 victimes sont recensées, mais seules 5 ombres brûlées apparaissent, ce qui montre une incohérence. Ensuite, il se rend dans un bar local à la recherche de réponses, et y trouve la mère de Davis, qui lui remet le dossier militaire de son fils. Tony lui explique, désespéré de comprendre, que son fils ne s'est ni suicidé, ni tué personne, parce que quelqu'un l'a utilisé comme arme sans qu'il le sache. Pendant leur discussion, une femme se présentant de la sécurité nationale menotte Tony, mais il s'avère vite qu'elle ment. Lorsque le shérif tente de l'arrêter, elle le tue sans pitié et révèle clairement ses capacités inquiétantes. Tony s'échappe comme il peut et pendant sa fuite, il découvre que la femme a également été modifiée avec l'extrémis, car son corps brille de l'intérieur et sa température est inhumaine. Lors d'un affrontement brutal, elle le coince, prête à le tuer. Mais Tony utilise son ingéniosité pour la piéger et provoque son explosion de l'intérieur. Sabine fait s'effondrer une tour sur Tony, le piégeant, puis révèle détenir l'enfant en otage et exige le rapport. Harley utilise l'arme, puis Tony tire sur Sabine et le neutralise temporairement. Pendant ce temps, le mandarin interrompt à nouveau le signal américain avec une nouvelle menace directe. Il exige que le président l'appelle personnellement, sinon il exécutera un homme important du pays, créant ainsi une tension immédiate. Le président accepte l'appel, mais le mandarin tue quand même l'otage. Avant de partir, il lance un nouvel avertissement inquiétant. Le gouvernement localise alors le signal et envoie War Machine au Pakistan. À ce moment-là, Roddy reçoit un appel de Tony, qui lui demande son mot de passe pour accéder au satellite du gouvernement. Tony s'infiltre dans une camionnette de télévision, et grâce à son charisme, convainc un employé d'accéder au satellite. Il découvre alors que Killian était responsable, ayant transformé des soldats blessés en armes humaines, en leur proposant un faux espoir de guérison avec l'extrémisme. Malgré de nombreux échecs, Killian aurait réussi à vendre cette technologie aux mandarins. Parallèlement, Maya raconte à Pepper que ses recherches ont été financées par Killian à travers des contrats militaires. Avant qu'elle ne poursuive, Killian confronte Maya pour avoir vu Tony, révélant qu'elle travaille encore avec lui. La situation empirant, War Machine arrive dans un atelier clandestin croyant y trouver le mandarin, mais découvre qu'il n'y a plus aucune trace. Avant de partir, une femme sous extrémis l'attaque et désactive son armure, le laissant sans défense. Pendant ce temps, Tony et Harley suivent la trace du mandarin jusqu'à un manoir à Miami. Mais juste avant d'agir, Tony fait une crise d'angoisse. Harley le rassure en lui rappelant qu'il est inventeur, pas seulement héros, ce qui pousse Tony à improviser des armes avec des matériaux du supermarché pour s'infiltrer dans le manoir. À l'intérieur, il neutralise les gardes un à un, grâce à ses dispositifs improvisés et son ingéniosité. Cependant, il découvre que le redouté mandarin n'est pas réel, mais un acteur nommé Trevor, engagé pour jouer ce rôle, ce qui déroute complètement Tony. À ce moment-là, l'un des hommes de Killian apparaît et assomme Tony, l'emmenant devant le véritable méchant. Quelques heures plus tard, Killian lui montre que Pepper a été capturée et qu'elle est utilisée comme cobaye pour le projet. Extremis, révélant le danger immédiat auquel elle fait maintenant face, tandis que Tony observe impuissant, révélant l'urgence de la situation. Maya, une ancienne alliée en conflit, tente de se racheter et menace de se suicider s'il ne libère pas Tony. Mais Killian la tue sans hésiter. Après cela, il quitte la salle. Roddy, déterminé et accompagné de l'armure, vient d'arriver mais ne veut pas partir. Killian chauffe l'armure avec ses pouvoirs, forçant Roddy à la désassembler tout en résistant. Parallèlement, Tony offre aux gardes une dernière chance de se rendre. Ensuite, il reçoit des éléments de son armure, ce qui lui permet de réagir, combattre et éliminer plusieurs gardes. Sans perdre le contrôle, il assemble l'armure complète et combat les hommes de Killian, tout en épargnant certains dans le chaos. Tony tente de s'envoler pour avancer, mais son armure tombe en panne d'énergie au mauvais moment. À ce moment, Roddy lui apprend que son armure a aussi été volée. Cela accroît la tension et les force à réajuster leurs mouvements au milieu des décombres et des dangers. Tout se déroule avec une intensité croissante qui les pousse à avancer prudemment, toujours ensemble. Ils recherchent le mandarin et découvrent que Killian veut impliquer le vice-président et attaquer le président dans l'Air Force One. Quand ils préviennent le vice-président, il fait semblant de s'inquiéter mais n'agit pas, espérant soigner sa fille avec extrémis. Pendant ce temps, le soi-disant War Machine escorte le président, mais en arrivant à l'avion, il attaque la force de sécurité. On révèle qu'un imposteur porte l'armure et qu'il piège puis kidnappe le chef d'État. Tony arrive à temps pour affronter Sabine et finit par l'éliminer d'un tir. Cependant, l'avion est endommagé et les passagers commencent à tomber. Tony sauve tout le monde avec brio. Mais en partant, il est percuté par un camion et on découvre qu'il contrôlait l'armure à distance. Voyant cela, Tony joue sa dernière carte. Toutes ses armures sont libérées
et avancent au combat. La nuit, lui et Roddy atteignent le navire des prisonniers, mais sont découverts et encerclés. Les armures arrivent, la bataille commence. Tony rejoint Pepper, mais Killian empêche le sauvetage. La tension augmente à chaque étape. Tony et Killian se battent, provoquant une fissure qui fait tomber Pepper plus bas. En parallèle, Roddy localise le président, le libère et lui demande de lui rendre son armure pour l'évacuer. Pendant ce temps, Tony se précipite pour sauver Pepper, mais il n'arrive pas à l'atteindre à temps, et elle tombe dans le feu. Affligé par ce qui vient de se passer, Tony est immédiatement attaqué par Killian, qui se révèle pratiquement inarrêtable. Tony alterne entre plusieurs armures dans une tentative de le contenir, mais Killian les détruit sans le moindre effort. À un moment clé, Tony fait porter la marque 42 à Killian et la fait exploser de l'intérieur, mais Killian survit. À ce moment, Pepper revient, ayant survécu grâce à l'extrémis et avec détermination. C'est elle qui met fin au conflit, frappe Killian et l'élimine avec un puissant missile. Ensuite, Tony lui promet qu'il trouvera un moyen de la guérir et qu'à partir de maintenant, il pourra lui consacrer plus de temps. Il décide impulsivement de faire exploser toutes ses armures, illuminant le ciel comme des feux d'artifice. Après ces événements, les autorités procèdent à l'arrestation de tous les impliqués, y compris le vice-président. Tony guérit Pepper et subit une opération pour retirer les éclats d'obus de sa poitrine. Ainsi, il n'a plus à dépendre du réacteur Arc. De son côté, Happy se réveille du coma uniquement pour se mettre à jour avec son roman préféré. Pendant ce temps, le garçon qui avait aidé Tony retourne chez lui, qui a connu un changement notable grâce à lui. La maison est maintenant équipée d'une technologie avancée. Finalement, on voit Tony jeter son ancien réacteur à la mer. Laissant derrière lui ce chapitre de sa vie, il quitte la résidence en ruine, emmenant avec lui Babas. Dans la scène post-générique, Tony raconte tout à Bruce Banner, qui finit par s'endormir, mais Tony poursuit son récit. Bruce lui rappelle qu'il est docteur, mais pas de ce type. Le film se termine ainsi.